Donc ce soir, l'idée était de mêler la gastronomie et les beaux-arts en demandant à Benoît Gorgeon de réinterpréter des œuvres du musée. C'est lui-même qui a choisi les œuvres qui nous sont présentées ce soir et qui l'ont particulièrement inspiré. Et cette expérience, en fait, est pour vous montrer que la démarche créatrice peut s'exprimer en peinture, en sculpture, mais également aussi dans la gastronomie. Ces rendez-vous du musée qui sont organisés pendant la fermeture sont l'occasion de vous proposer une relecture de certaines œuvres à travers d'autres formes d'art. Ce soir la gastronomie, bientôt la musique, une autre fois le cinéma. Donc je vous invite déjà à revenir. Pour ce soir, j'espère déjà que vous allez passer un bon moment. Ça a été l'occasion de travailler sur ces chefs-d'œuvre qui vous sont présentés ce soir. Il était très important de sortir les originaux du musée, surtout dans cette période de fermeture. Et j'espère que cette relecture vous donnera l'occasion de découvrir les œuvres autrement et de passer un bon moment, puisque dans la visite du musée, on apprend beaucoup de choses, mais on prend aussi beaucoup de plaisir. Juste quelques petites consignes pour ce soir. Ne poussez pas les tables, c'est que vous déborderez d'enthousiasme. Les originaux du coup sont derrière. Je vous signale qu'il y a une bouchée par personne. Et voilà, le reste, c'est à vous de profiter. La partie Histoire de l'art sera assurée par Nathalie Moreau, médiatrice au musée d'art et d'archéologie Québec. Et ensuite, Benoît Gorgeon, le chef du cabaret, vous expliquera sa démarche, pourquoi il a choisi ces œuvres-là et comment il les a réinterprétées. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Au moment où vous voyez apparaître les premières créations, elle vous indique le sens de notre menu ce soir, puisque nous allons commencer par la création liée à l'œuvre que vous avez plus à droite, au portrait de M. Albert. Ensuite, nous remonterons par le paysage jusqu'à l'autre côté, puis nous reviendrons dans la droite pour finir avec le tableau qui se trouve à ma gauche. Alors, on va juste laisser un petit peu de temps peut-être pour l'installation des différentes préparations. Avec des explications qui vous plairont et surtout des coups qui vous plairont et vous interpelleront, parfois. Voilà, je laisse la place. Alors, notre première hôte ce soir, c'est donc Monsieur Albert, dont vous avez le portrait. C'est l'œuvre la plus ancienne parmi celles qui sont exposées ce soir, puisque ce a été réalisé en 1641 et c'est l'œuvre d'un peintre qui aujourd'hui n'est peut-être pas aussi connu que Nicolas Poussin ou d'autres, mais qui est un peintre phare du XVIIe siècle français. Il s'appelle Eustache Le Sueur. Alors pourquoi Le Sueur est-il si important? D'abord, il a été peintre ordinaire du roi. Il a vécu à la période de la fin du règne de Louis XIII, période de mousquetaire, et au début du règne de Louis XIV. Et il a été fondateur, parmi les 12 membres fondateurs de l'Académie royale de peinture en 1648. Le tableau date de 1641. Il est encore à cette époque-là chez son maître, Simon Vouet, mais à partir de 1645, il va développer sa carrière personnelle brillamment. Et il est surtout connu pour des peintures d'histoire, des scènes religieuses, mais aussi des décors mythologiques par exemple. Il a décoré la chambre du jeune Louis XIV au Palais du Louvre, avant que ce soit un musée, c'était le Palais Royal. Et donc Le Sueur est vraiment quelqu'un qui a connu un grand succès de son vivant. Il est né en 1616, il est mort en 1655, il est mort donc assez jeune,
et donc sa carrière a été brisée net, on va dire. Alors, Monsieur Albert, on sait peu de choses de lui. Quand il a été donné au musée en 1852 par Edmond Fayolle, qui fut maire de Guéret, eh bien, il y avait une étiquette au revers du tableau, et sur cette étiquette était inscrite la mention suivante: Guillaume Albert, aux munitions des camps, qui naquit à Guéret le 6 ou le 10, la graphie n'est pas sûre, du mois d'octobre de l'année 1612, et fut fait à Paris, alors là ça fait référence au tableau, au Gobelin, par l'excellente Eustache Le Sueur, peintre ordinaire de Sa Majesté, en janvier 1641. Alors, Monsieur Albert, vous le voyez, on a peu d'informations sur lui. Son costume, le peintre a pris soin de le représenter de façon très sobre, sur un fond très neutre, un peu à la façon classique des Italiens. D'ailleurs, Eustache est surnommé le Raphaël français. Et à mi-corps, avec un manteau sombre. On devine à peine les nuances, mais on sent que l'étoffe est assez lourde et assez riche. Et puis ce col blanc de dentelle, la dentelle à l'époque est un bien de luxe, puisqu'elle est encore fabriquée soit directement à Venise, soit en Belgique, mais pas encore développée dans le nord de la France. Et donc c'est un produit d'importation assez luxueux. Monsieur Albert est donc quelqu'un d'important, et ce tableau réalisé eh bien, pose beaucoup de questions. Alors, il est important, et je vais juste terminer en vous montrant qu'il avait sans doute un lien particulier avec le peintre, puisque sur ce tableau qui se trouve au Louvre, alors désolé, la luminosité n'est pas terrible pour discerner ces personnages, mais c'est un autre portrait de groupe de Eustache Le Sueur, conservé donc au musée du Louvre. Le personnage qui est le plus près de moi, dans le coin en bas à gauche, déguisé en chasseur de l'Antiquité, en Adonis, avec son chien, c'est sans doute le même personnage que vous avez ici. Le peintre Eustache Le Sueur s'est lui-même représenté, c'est le personnage en haut à gauche, juste au-dessus de Monsieur Albert peut-être, et vous avez un musicien qui joue du luth, c'est Denis Gautier, un des plus fameux luthistes de l'époque, et le financier de tous ces artistes, c'est le mécène, un peu appuyé mélancoliquement sur sa main, Anne de Chambray, qui était trésorier. Alors, dans ce tableau, c'est sans doute une allégorie des 5 sens, avec Monsieur Albert et son chien qui représenteraient l'odorat, le peintre, bien sûr, la vue, le musicien Louis, le goût serait dans le panier de fruits, qu'on devine un petit peu en haut, tenu par le serviteur. Et puis, vous voyez l'homme déguisé, mais habillé en soldat, avec son plastron, qui touche l'étoffe de l'étendard, serait pour le toucher. Alors, cette réunion des sens, eh bien, on va la retrouver tout de suite avec le travail de Benoît. Toutes les œuvres que vous allez trouver ce soir, les 6 œuvres, c'est un coup de cœur, c'est un instinct que j'ai fait par rapport à une historique que j'ai lu après. Mais c'était surtout un coup de cœur visuel, premièrement. Donc l'inspiration, elle m'a donné, elle a été surtout par la couleur et puis par l'aspect de ce monsieur, M. Albert. Pour la petite histoire, il paraîtrait que ce tableau était la main d'Albert a été repeint, c'est ça, a priori. Il y aurait quelque chose qui pourrait ressembler à un médaillon dans sa main. Cette forme de médaillon, vous allez la retrouver dans la bouchée que je présente ce soir, en association avec ce tableau. Ensuite, la couleur noire et la noblesse apparente du personnage, vous allez la retrouver dans la truffe. Et puis, n'étant pas originaire du pays creusois, je suis originaire de Charente-Maritime et d'Écurie en particulier, vous allez retrouver à peu près une thématique sur tout le cheminement de ce soir avec la mer. Et donc, vous allez retrouver dans cette bouchée, qui est une pâte feuilletée, un tarama à la truffe. Et juste pour faire un petit clin d'œil à ma région, vous allez retrouver aussi de la salicorne, mais pas de la salicorne en saumure ou cuite, de la salicorne crue. Donc je vous invite, si vous voulez, à manger soit après, à la détacher de la bouchée, et puis vous allez retrouver un petit goût de haricot vert. Original quand il est cru. Vous n'allez pas retrouver une fois cuit ou en saumure. Donc je vous invite à vous déplacer, puis à venir tester et voir si
ma réalisation correspond à l'œuvre. Et puis, toutes les critiques sont bonnes, il n'y a pas de souci. Si vous trouvez que c'est bon ou pas bon, hein, j'accepte sans problème et je veux bien discuter avec vous. Et au salon, sa fortune personnelle lui a permis de se consacrer exclusivement à la peinture. Comme un autre peintre très fameux de notre région, Armand Guillaumin, impressionniste, il découvre la Creuse assez tard, à l'âge de 58 ans, en 1912, et à partir de cette découverte, de cette première rencontre, il va revenir tous les ans, louer une maison à Crozant avec son épouse, et plusieurs mois par an, venir peindre le paysage, en toute saison. Et on comprend ce qui l'a fasciné d'abord dans le paysage creusois. Ici, vous avez sans doute reconnu le site touristique emblématique de la Creuse. C'est le château de Crozant, effectivement, le promontoire de Crozant. Avec en bas, on devine le bleu de la rivière qui coule, c'est sans doute c'est la Creuse de ce côté-là, et de l'autre côté, la Célène qui va se jeter dans la Creuse. Et les couleurs, évidemment, sont absolument chatoyantes. On est à l'automne, les frondaisons des arbres irradient de jaune, d'orangé. L'autre couleur, alors les couleurs complémentaires souvent créent des sensations très fortes dans un tableau. La couleur complémentaire du jaune, c'est le violet. Et le violet est très présent grâce au granit, qui à l'époque était beaucoup plus visible, puisque le boisement était moins important, grâce au granit. Et vous voyez ces grands aplats de mauve et de violet qui traduisent la roche, vraiment colorée presque par le soleil. Les oranges et les verts aussi, qui contrastent fortement dans la végétation. Ce ciel très réduit en haut, qui accentue cette notion de profondeur, de mise en abîme des falaises de part et d'autre de la rivière. Alors, évidemment, explosion de couleurs, explosion de texture aussi. Si vous avez l'occasion de vous approcher un petit peu plus, vous verrez que Smith jouait avec la matière de la peinture à lui, avec des empâtements qu'il retravaillait alors soit à plat, avec des couteaux par exemple, des couteaux de peintre, soit avec des pinceaux brosses plus rugueux, pour donner un effet au contraire très granuleux dans les végétations, dans les branches des arbres. Oui, après 15 ans donc, en restauration, les premières annonces c'était le paysage. Donc j'ai fait des études de paysage que j'ai pratiqué pendant plus de 12 ans. Voilà, en tant que paysagiste diplômé de l'extérieur. Et la cuisine c'est quelque chose que je fais mais en autodidacte. Et bon, je peux pas même travailler dans une petite maison. Je pense que quelque chose. Bon, sérieux, un petit peu, ce tableau, il m'a surpris, les couleurs. J'adore les couleurs, bien que les œuvres que vous avez pu apercevoir, que j'ai choisies, sont plutôt noires, mais bon, j'en ai sorti, il me semble, quelque chose de plus réjouissant. Ça a toujours été que ce tableau très coloré, je l'ai retranscrit par une tagliatelle de légumes, par des tagliatelles de légumes que vous allez retrouver dans la petite poubelle. Alors j'ai fait une exception parce que vous allez retrouver de la courgette, qui n'est pas un légume d'hiver. Et trouver du verre à cette époque, bon, c'était pas évident, pas que ce soit gustatif en fait. Et puis, pour rappeler un peu la richesse de ce paysage, de ce tableau, là, tant qu'on est près des faits, je vous propose de déguster avec ça un foie gras de canard. Et puis, pour avoir un petit peu de croquant, une chip de feuilles de briques, juste dorées comme ça, tout simplement. Une tranche de pain, c'est plus original. Et puis, ce qui est encore plus original, c'est que, bon, on a des fois tendance à mettre un peu de fleur de sel sur le foie gras. Et là, j'ai remplacé le foie gras par un arvouga. Et l'arvouga, c'est un œuf de harde en fumée. Donc, c'est entre la terre et la mer. Et puis vous allez retrouver un petit champignon qui s'appelle un champignon inoki, voilà, un petit parfum original,
Je pense que là, on n'en voit pas spécialement dans le paysage, mais je pense qu'il peut y avoir des champignons dans ce paysage. Donc, je vous invite à déguster cette rencontre entre paysage creusois et Alors, si vous voulez bien vous approcher de ce portrait de Moïse Kissling. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le paysage de Smith a été fait aux alentours de 1923. C'est la date à laquelle il le donne au musée de Guéret. Et le tableau, le portrait que vous avez à sa gauche, a été réalisé par Moïse Kissling en 1921. Donc ce sont des tableaux contemporains, mais avec des techniques et des styles très différents. Alors Moïse Kissling, vous le savez peut-être, est d'origine polonaise. Il est né à Cracovie en 1891, mais encouragé par son professeur de peinture polonais. Il vient dès 1910 à Paris. Pourquoi Paris? Parce que c'est un centre bouillonnant d'activités artistiques. Et notamment, il va d'abord travailler au bateau Lavoir du côté de Montmartre, enfin à Montmartre, pardon, et ensuite migrer plus vers le sud parisien, à Montparnasse. Alors, à Montparnasse, il va retrouver d'autres artistes internationaux comme lui. Il va par exemple croiser le japonais Fujita, l'américain Man Ray, l'italien Amedeo Modigliani, avec qui il va devenir très très ami. Et puis un espagnol. Alors, est-ce qu'on peut voir la diapositive suivante? Cette photo a été prise par Jean Cocteau, le cousin, au café de la Rotonde, à Montparnasse. Et vous voyez Moïse Kissling sur la gauche. Il est revenu de la guerre, la photo a été prise en 1916 et il a été blessé gravement en 1915, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être naturalisé après-guerre en français. Au centre, une actrice qui s'appelle Patrette, et vous reconnaissez peut-être ce fier Hidalgo à la casquette et à la pipe fièrement filmé, c'est Pablo Picasso, qui donc a bien côtoyé et travaillé auprès de Moïse Kissling. Alors ici sur le portrait, nous avons un portrait de femme. C'est vraiment une spécialité de Kissling. Il est surtout connu par ses portraits, même s'il a peint aussi des natures mortes ou beaucoup moins de paysages. Et ce portrait montre une jeune femme, vraiment à la dernière mode de 1921, la Nelson, la dernière modèle Chanel, qui vient d'être inventée, et dans une pose très caractéristique, un peu mélancolique. Je crois qu'on sera d'accord sur ce point. Alors après, est-ce que c'est vraiment de la tristesse, du chagrin, de la peine, de l'ennui, du dégoût de la vie? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment le visage que le peintre a voulu mettre en valeur, avec ses grands yeux, ses yeux agrandis, et ses teintes très simples, sur ce fond bleu un peu froid, et qui peut évoquer d'autres choses. Et cette femme est peut-être Kiki de Montparnasse, la célèbre Kiki de Montparnasse, photographiée en violoncelle par son amant Man Ray, et qui a été le modèle de Kissling également. Dans son autobiographie, Kiki Montparnasse raconte que souvent Kissling lui fait des blagues pour essayer de la dérider parce qu'il la trouve vraiment trop triste et mélancolique pendant les séances de pause. Donc ça pourrait coller avec évidemment le physique de la jeune femme. Alors je voudrais terminer simplement avec quelques mots d'un autre arpenteur du Montparnasse de l'époque, le poète Robert Desnos, qui a rédigé la notice d'une exposition des œuvres de Kiki de Montparnasse. Car elle était modèle, mais elle peignait, elle aussi, elle dessinait. Et donc, pour son exposition, Robert Desnos a écrit ce tableau. Tu as, ma chère Kiki, de si beaux yeux, que le monde, au travers d'eux, doit être bien joli. Ce que tu vois, une grâce prévue dans un vallon calme. Ce vallon que tu as créé, c'est le monde où tu vis loin d'ici, bien que tu resplendisses dans Paris, cette ville que tu ne quitteras pas, et dont les nuits te sont familières, avec ses alcools, ses musiques fiévreuses et ses danses admirables. Ici même, ou bien loin, ma chère Kiki, à travers tes beaux yeux, que le monde est joli.
Donc ce tableau, la première fois que j'ai visité le musée, il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup attiré. Il m'a inspiré après ce que vous avez expliqué. Mais j'ai trouvé oui, ce personnage énigmatique, mélancolique, intéressant. Donc j'ai travaillé surtout sur les couleurs, principalement. Donc vous allez avoir un croc en rouge, c'est-à-dire une pâte à choux. Mais sa pâte à choux est un peu revisitée, donc elle est à base de curry noir et d'orge sèche. Sur le dessus, ce qui rappelle un peu la couleur du fond, qui peut rappeler aussi un peu le côté air. Je vous rappelle que j'ai une petite thématique comme ça au panel. C'est ce qu'on appelle une feuille d'huître. Et la particularité d'avoir le goût de l'huître. Une feuille des dunes, qui pousse dans les dunes, vraiment. Et maintenant, on cultive, mais qui est très difficile à faire voyager, parce qu'elle est très facilement cultivée. Bon, ça c'est une petite anecdote. Et puis à l'intérieur, vous allez retrouver un accompagnement de truites bio, de crème fraîche de bouillon, d'aneth, de fleur de sel, et puis vous allez retrouver du citron caviar. C'est un petit grain particulier qui est très croquant. Il y a un goût de citron différent du citron jaune qu'on va. Donc voici ce croc en rouge que j'ai revisité par rapport à ce tableau qui est l'un des tableaux qui m'a le plus touché dans le monde. Voilà. Bonne dégustation. Super. Est-ce que quelqu'un devine à quoi peut servir cet objet? Vous avez une petite idée? Oui? Alors effectivement, ça fait penser à des cruches. Sauf que l'usage est particulier puisqu'il sert bien à mettre du liquide, mais c'est pas du liquide qu'on va boire au cours d'un repas. C'est un liquide, il est un liquide pour se laver les mains. Donc cet objet s'appelle un aquamanile. En latin, aqua c'est l'eau, manus c'est la main, et donc l'aquamanile est tenu par un serviteur, par l'anse, qui est derrière. Et l'eau est mise dans le récipient par le petit clapet de remplissement, et elle sort par le goulot qui est au niveau du fond. La particularité des aquamaniles, qui arrive en Europe après, on va dire, sous l'influence orientale et beaucoup après les croisades, c'est qu'ils sont souvent anthropomorphes, c'est-à-dire qu'il y a une forme humaine, comme ici la tête, soit une forme animale. Et si on regarde, ici on a les deux. La tête est humaine. Je parle sans micro, vous m'entendez? Oui. Donc la tête est humaine, mais les pattes sont des pattes, alors je ne suis pas spécialiste en zoologie, peut-être de lion ou d'un autre fauve éventuellement. Alors cet aquamanile, il était utilisé lors des repas au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance. Ensuite, on arrête de se laver les mains à table, on utilise des couverts, enfin voilà, il y a moins besoin. Mais il continue d'être utilisé dans le cadre liturgique, c'est-à-dire dans le cadre religieux. Avant l'office, le prêtre doit se purifier les mains et à la fin de l'office également. Donc les aquamaniles ont continué d'être produits et utilisés dans le cadre liturgique. Et Benoît a découvert cet objet dans une vitrine du musée qui expose justement des objets d'art religieux. Alors des croix, des ciboires, enfin des choses qu'on a l'habitude de voir. Alors, la place dans cette vitrine est un peu problématique. Pourquoi? Parce que notre aquamanile, si on regarde sa tête de près, et Karine va vous montrer les gros plans, vous la voyez, elle est assez peu catholique, si je puis me permettre. Il y a un petit sourire un peu coquin, et surtout la forme des oreilles, pointues, indique qu'il pourrait s'agir d'un satyre, d'un faune. On est assez loin des règles chrétiennes.
sur la ponce, donc la ponce c'est le ventre, hein, c'est la partie en forme de poire et qui contient le liquide, il y a une inscription. Alors cette inscription est en latin, enfin en tout cas ça commence comme du vrai latin, Deus, Dieu, et le mot qui apparaît ensuite, luminus, si on cherche dans un dictionnaire de latin, ça n'existe pas. Il y a un mot latin, lumen, la lumière, mais on ne trouve jamais sous la forme luminus. Donc ça pourrait être du latin reconstitué, du latin cuisine. Et enfin dessous, il y a une date en chiffres romains, un R, 3C, 2X, 1V, 1325. Bon, la date correspondrait à l'époque médiévale qui permet d'utiliser ce type d'objet. Sauf que, quand on commence à faire des recherches, on s'aperçoit que ce type d'objet se trouve dans beaucoup d'autres collections, soit des collections de musées, soit des collections de particuliers, des antiquaires. Et par exemple, au Metropolitan Museum de New York, quand même un musée phare, eh bien, on a le même objet, quasiment identique. La seule chose qui change, c'est le deuxième mot en latin, qui est bien le mot lumen, alors qu'à Guéret, c'est luminus, et la date, qui est 1575, alors qu'à Guéret, on a 1325. Donc, en fait, même au Metropolitan Museum, on s'aperçoit qu'en lisant la notice de l'œuvre, il y a des choses qui ne sont pas très claires, que sans doute cet objet n'est pas un aquamanile authentique du Moyen-Âge, mais une imitation, une production beaucoup plus tardive, fin 19e, début 20e, sans doute du nord de l'Allemagne, qui était réputé pour cette production, puisque c'est une production en bronze, hein, donc les orfèvres d'Allemagne et du Nord étaient vraiment experts dans ce type de production. Voilà, alors est-ce que fake news, je ne sais pas, mais en tout cas, cet aquamanile est dans les collections, il y est entré en 1928 comme une aiguillère anthropomorphe à forme humaine, et le mystère continue de planer, donc j'invite les générations futures à continuer à mener l'enquête. En tout cas, il a inspiré le cas suivant, qui est une petite merveille, et je vais laisser vous présenter à deux mois, je ne vois plus. Ils sont cuits 10 minutes, donc le chef officier en cuisine, il sera là d'ici quelques secondes. Moi, j'ai vraiment vu de côté comme ça. Et puis, il m'a inspiré. Tout simplement par son petit côté rond, bien narratif, je veux dire. Puis après, l'histoire connue, cet aspect un peu diabolique qu'il y avait, ça m'a fait rigoler. Donc, l'idée, c'était que je restais un peu sur l'idée de la liturgie, de la religion. Donc, je vous propose une Saint-Jacques snackée. Qui appelle Saint-Jacques de Compostelle, évidemment. Pour rester sur le côté mer, et sur le côté un peu coquin, diablotin, excessif, vous allez retrouver du caviar, une assiette dessus, sur la Saint-Jacques. Il y a quelques zestes d'un agneau qui s'appelle le Kumbhava, qui ressemble à un petit citron tout ridé, qui a un parfum très particulier. Et puis pour faire un peu de pénitence, au fond vous allez trouver une brunoise de pommes de la canette. Voilà. C'est donc tout simple, mais bon, j'espère que ça vous convient avec l'accord de l'autre. Allez-y parce que c'est à peu près encore chaud qui est. Et je tiens à préciser, ce que vous buvez là, ça s'appelle une bulle de grenade. C'est un lac qui est élaboré, cultivé à 10 km de Clermont-Ferrand. C'est une propriété qui est totalement bio. Voilà, c'est une méthode champenoise. Moi je trouve que j'adore parce que ça ressemble à un champagne. Et c'est une bulle assez fine. Donc j'espère que cela vous convient, ça va vous plaire. Avec les deux portraits féminins qui terminent la présentation. Le premier, c'est celui-ci. C'est un portrait de fillette d'un peintre qui a fait sa carrière de professeur de dessin au collège de Guéret, qui s'appelle Louis-Léon Desjardins. Alors, il a fait ses études aux Beaux-Arts
dans l'atelier d'Horace Vernet à Paris. Et en 1847, il est nommé professeur de dessin au collège de Guéret. D'ailleurs, c'est lui qui donnera les cours de dessin à Élie Rouder, qui fait actuellement l'objet d'une exposition à la bibliothèque multimédia, à Sylvain Gratterol et d'autres peintres locaux. Alors, Louis-Léon Desjardins est beaucoup connu pour ses paysages. Par exemple, au musée, nous possédons de lui une œuvre. C'est avant peut-être. Ah non, je l'ai supprimé, peut-être. Désolée. Enfin, donc, nous avons un paysage avec 3 vaches. C'est un champ avec un effet de brume et de brouillard vraiment très réussi. Mais il a laissé aussi beaucoup de portraits, notamment des portraits de Creusois, de gens de Guéret, qui lui commandaient leurs portraits. Alors, est-ce que cette fillette est une petite guérétoise? Je ne saurais pas vous l'affirmer à 100%, mais c'est probable. Elle a été donnée par Madame Tastet en 1935 au musée de Guéret. Alors, peut-être s'agit-il de Madame Tastet. En général, l'âge des donateurs se fait après la cinquantaine, donc ça pourrait être une fillette de l'époque. Qu'est-ce qui permet de le dire? Eh bien, le costume. J'imagine que alors peut-être pas pour les gens scolarisés actuellement, mais pour les personnes d'un âge plus ancien, cet uniforme vous rappelle la blouse d'école, qui est tombée en désuétude, évidemment, après 68 notamment, mais cette blouse, on la retrouve par exemple sur les photos de classe de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Alors cet aspect uniforme, justement, laisse juste la place à l'originalité du visage. Le visage de cette fillette, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si c'est ainsi que vous vous représentez spontanément l'enfance, mais elle est un petit peu sérieuse. Hein. C'est pas une enfance qui crie, qui joue, qui rit, c'est une enfance extrêmement sérieuse, avec quand même de l'animation. Et ça, c'est grâce à la couleur, parce que la palette dominante, c'est la palette de brun, de noir, mais le rose, et notamment le rose un petit peu tenu et soutenu au niveau du nez, des joues et de la bouche, permet d'animer ce visage et quand même de voir qu'on a bien affaire à une enfant vivante sans doute. Alors l'enfance, fin du 19e siècle, c'est vraiment l'association à un produit qui se développe beaucoup à cette époque, c'est la confiserie. Puisque après les blocus des guerres napoléoniennes, au début du 19e siècle, l'industrie de la betterave sucrière s'est développée, enfin la culture, pardon, et l'industrie sucrière s'est développée, et donc avec ce sucre relativement bon marché et très abondant, eh bien les confiseurs ont fait leur beurre, si je puis dire. Oui. Désolée. Et donc les confiseurs ont beaucoup développé à partir de 1850 les bêtises de Combray et divers bonbons qui continuent d'être fabriqués aujourd'hui. Alors, est-ce que le sucré sera présent dans ce que vous avez sous les yeux? Suspense. Oui, effectivement. Ça va être de la douceur. J'espère que ça va nous apporter de la douceur. Ce tableau, effectivement, c'est une petite fille qui m'a aussi accroché l'œil, parce qu'il est placé juste dans un angle pas très visible en fin de compte. Et puis, je sais pas, elle m'a appelé, cette petite fille, ce visage, ce regard, qui a l'air effectivement un peu triste. Donc j'ai voulu rendre de la joie par un dessert un peu sucré. C'est relativement basique, parce que c'est une crème anglaise. Alors pour la petite histoire, les œufs sont de Creuse. La vanille est de Madagascar. Et puis, pour rappeler ces petites joues, vous avez des cerises amarena, c'est une cerise au sirop. Et puis, pour donner un petit peu de croquant et continuer en sucre, vous avez une nougatine à l'arachide, à la cacahuète. Voilà, donc je vous invite à bien déguster, et puis j'espère que ça vous convienne. Pas avoir mis trop de sucre quand même. Je vous en prie. C'est le même peintre que le paysage de Crozant.
Il s'agit d'Alfred Smith. Alors, le tableau que vous avez sous les yeux, le portrait de femme que vous avez sous les yeux, est antérieur, puisqu'il est daté de 1912, et c'est un dépôt du musée d'Orsay. Donc, un dépôt, c'est une sorte de prêt de musée à musée, pour une période de 5 ans, renouvelable si les conditions de conservation sont satisfaisantes. Et donc, ce tableau a rejoint les collections du musée en 2016, si je ne me trompe pas, à l'occasion de l'exposition d'été consacrée exclusivement à Alfred Smith au musée Guéret. Ce portrait de femme, en fait, a un titre qui ne nous donne pas l'identité du modèle, puisque le titre c'est Harmonie d'été. Je pense qu'on voit bien l'été, effectivement, à travers notamment le travail sur la lumière. Ces taches blanches qui sont réparties sur tout le tableau, d'où viennent-elles? Du soleil, bien sûr, mais du soleil qui est filtré par les branches d'un arbre. Et c'est donc tout le jeu entre la fraîcheur, la chaleur, les couleurs un petit peu chaudes du rose présent sur le chapeau, dans les fleurs, et sur l'étole, cette longue écharpe que tient la jeune femme, qui est en train de coudre, de broder. Ces couleurs un petit peu chaudes vont contraster, vous voyez, avec le fond, dans des teintes plus bleues, plus grises. Et puis le blanc, bien sûr, qui est partout, qui se reflète partout, sur les chaussures, sur la robe, sur le mur derrière, sur la porte, partout. Ce motif de la femme qui coud est assez cher au peintre Alfred Smith. Si on peut voir, oui, la diapositive, alors peut-être pas la suivante, mais celle d'après encore, merci. C'est dans un autre tableau qui est conservé au musée d'Orsay, qui est le portrait de la mère d'Alfred Smith, qui était bordelaise donc, et qui est représentée autour de peut-être une cinquantaine d'années. Alors dans un contexte, vous voyez, là ce serait plutôt harmonie d'hiver, hein, puisque son costume extrêmement chaud, le chien pelletonné sur la couverture en bas. Il y a un petit peu, alors désolé, la lumière ne rend pas justice au tableau ici ce soir, mais il y a des braises rougeoyantes dans la cheminée, tout à fait au milieu à gauche. Et donc, voilà. En tout cas, on retrouve cette fois de profil la femme qui coud, qui est concentrée sur son travail et dont on ne voit pas le regard, contrairement à Christine qui lui montre le regard de la femme et donc nous ouvre des univers d'interrogation. Là, l'interrogation elle est liée au mystère justement de ce regard caché et absent. Alors ces couleurs, cet été, que va-t-on déguster? Oui, effectivement. Ce tableau, donc, le dernier, m'a inspiré aussi, par les couleurs, par l'aspect. C'est les tâches qui m'ont interpellé quand je l'ai vu, quand je suis rentré dans la salle. C'est les tâches blanches qui m'ont interpellé, et puis après, en découvrant le tableau dans sa totalité, ça m'a inspiré quelque chose. Et puis, pour rendre un petit peu hommage à la Florence qui a fait appel à moi, ce tableau, ça lui a inspiré aussi quelque chose parce que quand elle était plus petite, elle cousait aussi avec sa grand-mère sous un moistier, à peu près dans la même tonalité, c'est ça? Pas avec la même Voilà. robe. Comment? Pas avec la même robe. Pas avec la même robe. Mais tu t'imaginais cette robe-là. Voilà. Donc, bon, j'ai laissé tomber le bleu, il n'y a plus de mer dans le dessert. En revanche, il y a un peu de rose avec un confit de framboise. Alors, c'est pas non plus un vrai fruit de saison, d'exception. Et puis donc, Florence cousait avec sa grand-mère sous un moistier. Donc, noisette, praliné. Voilà, donc vous allez retrouver un petit insert praliné dans un petit gâteau qui est très classique de la cuisine française qui s'appelle une visitandine, qui est à base de poudre d'amande. Donc c'est une interprétation de ce tableau. Ça m'a parlé simplement comme ça. Voilà. Donc je vous invite à venir le déguster. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir participé. Merci à Florence, merci à Valérie de ces explications. Et puis peut-être une prochaine fois pour réitérer l'expérience et l'événement. Voilà. Bonne soirée. Juste à ajouter du coup quelques mots de conclusion.
remercier Benoît et son équipe, du coup, qui ont œuvré à la réalisation de ces excellents brochets. Je voudrais remercier l'équipe du musée de Guéret, qui a beaucoup travaillé et qui a, elle aussi, beaucoup participé à la réalisation de cette soirée. Également le service des espaces verts de la ville de Guéret, qui a réalisé l'exposition florale. Vous pouvez admirer ce soir. D'une manière générale, plusieurs services de la ville ont œuvré pour la réussite de cette expérience. Et je tiens aussi à souligner que c'est une volonté de la municipalité de vous offrir cette soirée, mais également l'ensemble des rendez-vous du musée. Et j'en profite du coup pour annoncer le prochain, qui aura lieu le 30 janvier, et qui du coup liera encore une fois des œuvres d'art à une autre forme de pratique artistique, puisque cette conférence du 30 janvier à 18h30 sera consacrée à la présentation d'art mappé ancienne du musée de Guéret, suivie d'une partie musicale, d'un concert, et c'est pourquoi cette conférence aura lieu au conservatoire Émile Gouet à Guéret. Merci beaucoup, merci à tous, et à bientôt.